Les mots, est-ce qu'ils agissent plutôt comme une prison ou carrément comme une clé? Allez, on commence tout de suite ce décryptage. Aujourd'hui, on enfile notre costume de détective littéraire, totalement impartial bien sûr, pour décortiquer une mécanique assez fascinante, l'architecture de la persuasion. En se basant sur des documents inspirés par l'œuvre de Victor Hugo, on va vraiment disséquer comment un auteur utilise l'émotion brute, le rythme des phrases et même la structure physique de son texte pour bâtir un argumentaire en béton. Attention, l'idée n'est absolument pas de prendre parti sur le fond, notamment sur ce débat autour de la peine de mort, mais plutôt de regarder à la loupe comment la forme sert une thèse. Concrètement, comment un texte fait-il pour nous convaincre? C'est exactement ce qu'on va voir. Au programme, on commence avec le pouvoir de l'émotion, on enchaîne avec le style comme argument et on termine sur la construction de la défense. Première étape donc, le pouvoir de l'émotion. Voyons comment l'empathie devient en fait la toute première arme de persuasion. Avant même de s'attaquer au premier exercice d'analyse, il faut vraiment qu'on pose les bases du fameux registre dominant. Pour faire simple, c'est un peu le climat météorologique d'une page. Quand un auteur choisit un registre, qu'il soit pathétique, tragique ou lyrique, son but n'est pas du tout de parler au centre logique du cerveau. Non, l'idée, c'est d'imposer une atmosphère qui va dicter comment on ressent le texte. Et c'est d'une efficacité redoutable. Des études montrent d'ailleurs que les récits très émotionnels modifient littéralement la chimie de notre cerveau en libérant de l'ocytocine. Ça nous rend beaucoup plus réceptifs qu'une simple liste de faits concrets. En fait, c'est la fondation même de la persuasion émotionnelle. Ce qui nous amène au chapitre 22, qui nous impose une véritable plongée vertigineuse dans l'émotion pure. L'exercice nous demande d'identifier les registres dominants pendant cette rencontre hyper poignante entre un condamné et sa fille. Et ça met parfaitement en lumière la façon dont un romancier installe une charge affective maximale pour captiver l'attention et finalement orienter notre perception de toute la situation. Alors, cette interrogation socratique est juste brillante. Elle soulève une idée fascinante. C'est qu'un argument complètement vidé de toute logique cartésienne peut quand même être dévastateur. Comment une simple scène de vie entre deux personnages peut-elle se transformer en véritable plaidoirie? Eh bien, c'est parce que l'empathie remplace la démonstration. On n'est pas convaincu par une froide équation mathématique ou par du jargon juridique. On est littéralement terrassé par le poids humain de la scène. C'est de l'argumentation implicite, d'accord? Mais son impact résonne bien plus fort qu'un immense discours théorique. Allez, on passe à la deuxième section. Le style comme argument. Parce que l'émotion ne se cache pas que dans l'histoire, elle est aussi dans la forme physique du texte. Pour bien décoder le deuxième exercice de nos sources, le concept de fragmentation, c'est vraiment la clé absolue. L'idée ici, c'est d'observer comment la mise en page et la ponctuation racontent elles aussi une histoire. La fragmentation, en gros, c'est l'art de briser la fluidité. C'est utiliser des phrases complètement hachées, des paragraphes minuscules. Physiquement parlant, ces petites phrases décousues forcent notre voix intérieure de lecteur à accélérer, ce qui mime un rythme cardiaque qui s'emballe. L'architecture du texte devient alors le miroir parfait de l'état d'esprit qu'il décrit. C'est fort, non? Imaginons qu'on prenne un peu d'altitude pour regarder la carte globale de ce récit. Si on compare directement l'ouverture, donc les chapitres 1 à 5, avec la conclusion super brutale des chapitres 45 à 49, on a un contraste qui saute aux yeux. C'est en fait une invitation à mesurer l'évolution du texte avec une règle, presque autant qu'avec notre intellect. Et on le voit très bien, ça illustre à merveille le changement visuel et rythmique de l'œuvre. Au début, on a d'espace, on a des phrases amples, une pensée qui a vraiment le temps de se déployer tranquillement. Mais plus on s'approche de la fin, plus la physiologie même du texte s'effondre. L'espace se réduit, la peau de chagrin, les mots se bousculent, le rythme s'accélère, bref, le souffle manque. Le truc crucial à comprendre ici, c'est que ce rythme effréné et cette fragmentation, ce ne sont pas juste de jolis choix esthétiques. C'est une tactique de persuasion ultra délibérée, en nous faisant ressentir physiquement le temps qui s'accélère et l'angoisse qui monte. Juste par la longueur des chapitres, la forme plaide la cause avec une intensité viscérale. Et d'ailleurs, petit aparté, ce n'est pas du tout qu'une astuce poussiéreuse du 19e siècle, c'est exactement la même mécanique redoutable qu'utilisent aujourd'hui les auteurs de thrillers ou les monteurs au cinéma pour générer de l'anxiété. On arrive à la troisième et dernière section. Construire la défense, ou comment transformer toute cette belle théorie en une arme redoutable. Très bien, plongeons-nous dans ce sujet de rédaction très spécifique. On est sur un exercice académique, ce qu'on appelle un type brevet, qui impose un cadre extrêmement strict. L'objectif est limpide. On doit se glisser dans la peau d'un défenseur de l'abolition en s'inspirant du roman de Hugo et pondre un argumentaire super concentré d'environ 30 lignes. C'est un véritable laboratoire d'écriture où la précision et l'efficacité ne sont pas optionnelles. Ce qui est super intéressant ici, c'est que l'exercice exige une séparation chirurgicale suivie d'une fusion parfaite entre deux forces complètement opposées. D'un côté, on a la froideur de la raison logique qui vise directement l'intellect, et de l'autre, la chaleur de l'argument émotionnel qui cible la sensibilité. Cette contrainte, en fait, elle force notre esprit analytique à mobiliser absolument tout l'arsenal de la persuasion pour formuler une défense complète. On ne peut pas en laisser la moitié de côté.
Et ça résume vraiment la leçon fondamentale qu'on peut tirer de l'ensemble de ces documents. Construire un argumentaire percutant, de manière neutre et méthodique, ce n'est pas choisir entre le cerveau et le cœur. C'est plutôt comprendre que les textes les plus influents combinent toujours la mécanique ultra rigoureuse d'un raisonnement imparable avec une orchestration vraiment subtile des registres émotionnels et du rythme stylistique. C'est le combo gagnant en fait. Alors, après avoir disséqué comment le style, le rythme et la pure empathie peuvent largement suffire à porter un message universel, il y a quand même une question qui reste en suspens. Dans le grand tribunal de la conscience humaine, face à une structure littéraire magistralement orchestrée, quelle est vraiment la force qui emporte la décision finale ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de logique ou est-ce que l'émotion a toujours le dernier mot ? Une belle matière à réflexion pour clore ce décryptage.